grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Du retour des coupures d'électricité et de délestage qu'on observe depuis pratiquement 3 jours dans la ville de Niamey, entraînant ainsi des sentiments de frustration et d'incompréhension, voire d'inquiétude du consommateur lambda. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Cérémonie officielle ce matin au Palais des Congrès de Niamey de la 7e conférence des présidents des instances de régulation de la communication CIRCAF. À suivre les détails dans ce journal. Autre cérémonie à suivre, c'est bien sûr la cérémonie de funérailles de Nelson Mandela. Des centaines de chefs d'État et de gouvernement ont pris part à ce dernier hommage qu'ils ont rendu à l'icône mondiale Nelson Mandela. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Avant de voir bien sûr ces images de cette cérémonie de funérailles à Nelson Mandela, suivons plutôt à cette rencontre avec la presse vendredi dernier à Paris avant l'ouverture des travaux du sommet de l'Élysée pour la paix, la sécurité en Afrique. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a réagi suite à la disparition de Nelson Mandela dans une déclaration devant un parterre de journalistes. Je cite, le président Issoufou Mahamadou s'est dit ému de la perte de cet homme qu'il considère comme étant un des plus grands hommes du XXe siècle. Nous sommes tous tristes. L'Afrique vient de perdre un grand homme, un géant, et pas seulement d'Afrique, mais au-delà, le monde entier. L'Afrique subit une grosse perte, celle d'une icône dont l'engagement politique, la clairvoyance politique, la grandeur dans l'apartheid resteront gravés à jamais dans la mémoire comme référence et source de fierté. Le chef de l'État a ajouté par la suite, la lutte anti-apartheid menée par Nelson Mandela a été décisive dans la formation d'une conscience africaine pour la libération politique de l'Afrique. Fin de citation. Présent à cette cérémonie de funérailles à Nelson Mandela, bien sûr, une centaine de chefs d'État et de gouvernement actuels, anciens chefs d'État, chefs spirituels ou artistes ont rendu un dernier hommage à l'icône mondiale au rang de ces grands de ce monde. On peut citer la présence du président américain Barack Obama et de son épouse Michelle, 3 de ses prédécesseurs Jimmy Carter, George W. Bush, Bill Clinton, accompagné de l'ancienne First Lady et secrétaire d'État Hillary Clinton. Le président français François Hollande, accompagné de son prédécesseur Nicolas Sarkozy, le premier ministre britannique David Cameron, le chef du gouvernement italien Enrico Letta, la présidente du Brésil Dilma Rousseff, avec 4 de ses prédécesseurs, José Samuel, Fernando Collor, Melo Fernando Henrique Cardozo et Luis Arico Lula da Silva, le président palestinien Mahmoud Abbas, le président cubain Raúl Castro, le président du Nigeria Goodluck Jonathan, le président de la Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara, bien évidemment, le président de la République du Niger Issoufou Mahamadou, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, la présidente de la Commission de l'Union africaine Kozama Dlamini Zuma. Et puis restons toujours avec cette cérémonie de funérailles. Aujourd'hui, je le disais, des centaines de chefs d'État se sont rendus à Soweto pour rendre un dernier hommage aux héros de la lutte anti-apartheid. Ils ont le sourire et dansent. C'est dans cette enceinte que Nelson Mandela avait fait sa dernière apparition en public en 2010. Aujourd'hui,
les Sud-Africains sont venus saluer la mémoire du militant anti-apartheid. Un hommage en forme de célébration. J'espère que nous pourrons bientôt voir l'arc-en-ciel. À travers la pluie de la tristesse et le soleil de la célébration, un arc-en-ciel remplit nos cœurs. Malgré les querelles de famille qui ont empoisonné les dernières années de la vie de l'ancien dirigeant, le clan Mandela est au complet. À son arrivée, Winnie Mandela embrasse longuement celle qui a ensuite partagé la vie de Madiba grâce à Machel. Des clivages qui disparaissent aussi au niveau politique. François Hollande et Nicolas Sarkozy, adversaires en France, arrivent côte à côte à la cérémonie. Et une poignée de main historique entre le président américain Barack Obama et le dirigeant cubain Raúl Castro. Ils se sont tous les deux exprimés à la tribune. Nelson Mandela nous rappelle que les choses paraissent toujours impossibles jusqu'à ce qu'elles soient accomplies. L'Afrique du Sud en est la preuve. L'Afrique du Sud nous montre que nous pouvons changer, que nous pouvons choisir un monde défini, non pas par nos différences, mais par nos points communs et nos espoirs. Nous pouvons choisir un monde défini par la paix et non par le conflit. Politique, star hollywoodienne, chanteur, ancien top modèle et homme d'église, seul Madiba pouvait rassembler une foule aussi hétéroclite. C'est d'ailleurs Desmond Tutu, surprise au programme, qui a clos la cérémonie avec panache. Nous promettons à Dieu que nous allons suivre l'exemple de Nelson Mandela. L'hommage à l'ancien dirigeant sud-africain s'est terminé comme il avait commencé, dans un esprit de fête et de célébration. Voilà, dans le cadre toujours de ces adieux à l'icône mondiale de lutte contre l'apartheid, quelques paroles de l'homme ont été retenues au cours de sa vie en prison jusqu'au dernier jour de son souffle. Je n'ai jamais pensé que je pourrais sortir de prison, mais un jour, ils ont juste dit « Mandela, vous pouvez rentrer à la maison ». Nous allons de l'avant. La marche vers la liberté et la justice est irréversible. Je chéris l'idée d'une nouvelle Afrique du Sud où tous les Sud-Africains sont égaux. Voilà donc ce qu'il faut retenir de l'homme Nelson Mandela, que nous tous appelons affectueusement bien sûr Tata Madiba. Cela dit, le groupe nucléaire français Areva a démenti lundi dernier à AFP envisager donc son retrait du Niger. Il est en pleine négociation avec son partenaire, le gouvernement du Niger, contrairement à ce qui avait été avancé sur le quotidien Libération sur son site internet. Le porte-parole du groupe nucléaire a en outre démenti catégoriquement
que le groupe envisageait de retarder à nouveau l'ouverture de la mine d'uranium d'Imouraren, également située donc au Niger, est prévue dans 2 ans. Il a également estimé que l'exploitation de la mine géante d'Imouraren devrait commencer fin 2015, début 2016. La coopération avec le Niger dure depuis 40 ans. Notre objectif est que ça dure aussi longtemps, avait quant à lui déclaré la semaine dernière le PDG de Areva, Luc Oursel, lors d'un débat à Paris sur le nucléaire. Vous pourrez donc suivre, bien sûr, en fin de ce journal télévisé, un commentaire sur les nouvelles dispositions sécuritaires sur les différents sites de l'opérateur Areva. Ce sera donc en fin d'édition. Je l'annonçais dans les titres de ce journal, ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey de la 7e conférence des présidents des instances de régulation de communication d'Afrique, placée sous le haut patronage du Premier ministre Brigitte Raffini. Cette conférence vise à faire l'état des lieux du processus de transition vers le numérique en Afrique. Rôle et défis pour les instances de régulation des médias. Aïssa Ibrahim Mahmoudou pour le compte rendu. Après Libreville en 1998, Johannesburg en 2002, Maputo en 2004, Ouagadougou en 2007, Marrakech en 2009 et Arusha en 2011, c'est le tour de Niamey d'accueillir la 7e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique, CIRCAF. L'honneur fait à la capitale du Niger. Pour abriter une si importante rencontre réjouit toute la population de la région de Niamey, a indiqué le gouverneur de la région de Niamey. En prélude à la 7e CIRCAF, le comité d'orientation du réseau des instances africaines de la régulation de la communication RIARC s'est réuni une première fois au Niger en août 2013 et une deuxième fois en Tanzanie en octobre dernier. Des réunions qui ont été des moments d'intense réflexion et d'échanges fructueux visant à aider le Conseil supérieur de la communication de la préparation de cette conférence. Conformément à une tradition désormais établie, la 7e CIRCAF se déroulera également en 2 phases. La première sera consacrée au séminaire thématique qui va se dérouler le 10 et 11 décembre autour du thème « État des lieux de processus de transition vers le numérique en Afrique, rôle et défis pour les instances de régulation des médias ». Il sera débattu à long et à large au cours de 4 sessions. La deuxième phase sera la conférence des présidents qui se tiendra le 12 décembre, et conformément donc à la convention fondatrice du RIARC. La conférence des présidents, en tant qu'organe suprême du RIARC, va notamment examiner et adopter le rapport d'exécution du plan d'action 2012-2013 de la présidence sortante et le rapport moral et financier du secrétariat exécutif. En Afrique, le phénomène de régulation est très récent. Il date du début des années 90. En effet, la vague démocratique qui a déferlé sur presque tous les pays africains a entraîné la libération des paysages médiatiques. Plusieurs journaux, radios et télévisions privées ont vu le jour, mettant ainsi fin au monopole de l'État dans les domaines de la presse et de la communication. Pour gérer ces flux d'informations et créer les conditions d'une saine et libre concurrence entre les différents acteurs des médias, nombre de nos États ont jugé nécessaire et utile de mettre en place de nouvelles institutions chargées de réguler les médias de communication et la communication. Au Niger, le Conseil supérieur de la communication fut créé le 3 novembre 1991 par l'acte numéro 11 de la Conférence nationale souveraine. L'existence d'un réseau regroupant presque toutes les instances africaines de régulation de la communication est la preuve qu'une véritable culture de régulation et de la communication est en train de prendre corps en Afrique. Pour consolider cette culture, le RIARC sollicite le soutien de tous les États africains afin que le réseau contribue à renforcer davantage la liberté de la presse, la liberté d'expression et la liberté d'opinion sur le continent africain. Le programme de renforcement et de diversification du secteur minier au Niger organise du 10 au 11 décembre 2013 au Grand Hôtel de Niamey des journées de restitution des résultats du levé géophysique aéroporté
dans le bassin du Lule-Manden. Le principal objectif de ce programme est d'améliorer certaines performances économiques du Niger à travers le secteur minier en créant des conditions favorables pour la mise en valeur des nouvelles ressources minières. Le compte-rendu est signé Service Gardjelay et Issa Hassan. Après 19 mois de recherche minière explorée dans le bassin de Lule-Manden, le programme de renforcement et diversification du secteur minier au Niger organise ces journées de restitution des résultats du projet de géophysique aéroporté. Ces recherches ont montré que le Niger regorge d'énormes potentialités minières. Ainsi, le fer, l'uranium, le pétrole, le gaz, le charbon, le sel, le phosphate et le potassium ont été découverts dans les zones de Tawa, Tillabéri, Filengue et Ouala. Les recherches ont été rendues possibles grâce à l'appui financier de l'Union européenne à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA. Le vice-président de Géotech, Douglas Pitcher, a indiqué que l'objectif de ces levées géophysiques aéroportées est de favoriser l'exploitation de nouveaux gisements dans les zones explorées afin de promouvoir le potentiel minier au Niger. Prenant la parole, l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Niger a salué le travail abattu. En 2006, plusieurs permis ont été demandés et octroyés dans l'ensemble des 4 zones levées. Au ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel, de souligner que les objectifs du programme cadrent avec ceux du programme de développement économique et social PDS 2012-2015. Le levé géophysique aéroporté dans le bassin des Lule-Manden a permis la mise en évidence de plusieurs cibles potentielles, valorisables notamment du charbon, du phosphate, du fer, de l'uranium et qu'on vient de le rajouter, du cube de l'or et peut-être même des pierres précieuses. Au total, ce sont près de 15 millions d'euros, environ 10 milliards de francs CFA qui ont été utilisés pour les 2 phases de l'opération, permettant ainsi de couvrir pour la première fois avec des méthodes de très haute résolution sur une superficie de 196 490 km², plus de 15% du territoire nigérien. Au cours de cette première journée, les participants ont observé une minute de silence à la mémoire de Nelson Mandela. Double cérémonie de lancement de 16 projets et de célébration de la journée internationale des droits de l'homme présidée par la délégation de l'Union européenne en République du Niger. La cérémonie placée sous le signe de la présidence de l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Niger. Le compte-rendu est signé Moudi Moussa. 1,2 milliard de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe débloquée par l'Union européenne pour le financement d'au moins 16 projets retenus par la dite organisation à la suite de 2 appels à propositions adressés d'une part aux ONG nationales et internationales ainsi qu'aux autorités locales nigériennes d'autre part. Une nouvelle que porte à la connaissance de la presse l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne en République du Niger. En ciblant le renforcement du rôle des acteurs non étatiques en faveur de la bonne gouvernance et de la consolidation de la paix au Niger, ces projets contribueront sans doute à une participation citoyenne renforcée grâce à une plus grande implication des acteurs publics et ou privés et de certains groupes spécifiques comme les communautés locales, les femmes, les jeunes et les personnes handicapées. Aux côtés de la société civile, les médias jouent également un rôle important dans la vitalité d'une démocratie véritable, raison pour laquelle l'Union européenne soutient également, à travers ses financements, le partenariat entre les médias et la société civile, contribuant ainsi à consolider les acquis obtenus ces dernières années par le Niger en matière de liberté de presse. L'Union européenne saisit par ailleurs l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme pour procéder au lancement de ces projets.
L'Union s'est dit aussi fortement réjouie de l'importance qu'accordent les autorités nigériennes au plus haut sommet aux questions relatives aux droits humains. Cette célébration est l'occasion de nous réjouir de l'importance accordée aux droits de l'homme au Niger, dont l'installation au courant de cette année 2013 des organes prévus par la Constitution de la 7e République, comme la Cour constitutionnelle, la Commission nationale des droits de l'homme et le Conseil supérieur de la communication, assurent à la charpente institutionnelle la crédibilité et la respectabilité qu'elle reflète à travers leurs membres et les personnalités qui les dirigent. Le lancement de ce projet par l'Union européenne consacre ainsi l'aboutissement d'un processus de sélection de 239 propositions reçues par sa délégation au Niger. Par cette action, l'UE, qui entend davantage marquer sa présence au Niger, voudrait en même temps contribuer à l'implication des populations de la promotion de la bonne gouvernance, de la paix, des droits humains, mais aussi et surtout des réformes démocratiques. La salle numéro 5 du Palais des Congrès de Niamey a servi de cadre ce matin à une conférence de réflexion organisée par l'Association professionnelle des experts et conseillers fiscaux du Niger, placée sous le thème « Les innovations majeures du Code général des impôts ». Une conférence qui a vu l'adhésion de l'association et l'Union des cadres fiscaux d'Afrique de l'Ouest. Murtala Zoubairou, Jamil Oumarou pour le compte-rendu. Voilà, on ne pourra pas donc suivre cet élément. Nous passons donc au prochain Assemblée générale lundi dernier, donc le week-end dernier plutôt, du bureau de la sous-section PNDS Tareya de la commune 2 de Tawa. À l'issue des assises, un nouveau bureau de 71 membres a été installé avec à sa tête Elhaj Ibrahim Abdoulaye. Asman Amadou. Cette assemblée générale organisée par les militantes et militants du PNDS Tareya a pour objectif de renouveler le bureau de la sous-section de la commune de Tawa après la lecture du programme de cette cérémonie par le président du comité d'organisation. À l'ouverture des travaux de cette assemblée générale, les membres du bureau sortant ont tour à tour pris la parole pour souhaiter plein succès aux travaux. Conformément au respect des textes régissant cette formation politique, le comité d'organisation a vérifié les mandats des délégués venus des différents quartiers. À la fin de ces travaux, par consensus, un bureau de 71 membres a été installé. À la tête de ce nouveau bureau de la sous-section du PNDS Tareya de la commune de Tawa, Elhaj Ibrahim Abdoulaye, en prenant la parole, le président élu par consensus a pris l'engagement de se battre pour le rayonnement du parti nigérien, pour la démocratie et le socialisme. Il demande par la suite le concours des militantes et militants de cette formation politique de la commune de Tawa de faire preuve d'une bonne collaboration au profit de la réussite de ce nouveau bureau élu pour un mandat de 5 ans. La mairie d'Agadez a entrepris une vaste opération de salubrité dans les espaces publics de la commune. Le maire adjoint de la commune d'Agadez et sa délégation sont rendus au marché de bétail, un marché plutôt confronté à une insalubrité grandissante. Ramedi Alassane pour le compte-rendu. En prélude à une vaste opération de salubrité publique, le maire adjoint de la commune d'Agadez a effectué le week-end dernier une visite inopinée dans le marché de bétail d'Agadez. But de la manœuvre, repérer les espaces devant être nettoyés. Mais quelle ne fut la surprise du maire adjoint et ses collaborateurs en découvrant un marché envahi par les immondices et où l'anarchie et le manque de civisme se sont érigés en mode de gestion. Autant dire que le marché de bétail est devenu un dépotoir à ciel ouvert. Pire, des boutiques construites de façon anarchique et abandonnées par la suite deviennent des repères de malfrats de tout acabit, tout en obstruant le passage de secours en cas de sinistre. En marge de cette visite, le maire adjoint nous a accordé un entretien dont voici la teneur. Bon, après avoir été informé par certains commerçants
de l'état d'assainissement du marché. J'ai eu à visiter ce marché aujourd'hui. Comme vous le voyez, c'est un constat amer que je viens de faire, c'est une désolation. Nous serons obligés de prendre des mesures d'atténuation. Et ces mesures, c'est d'abord dégager tout ce qu'il y a comme déchets dans ce marché. C'est vraiment un dépotoir. Ce n'est pas un marché, une partie est un dépotoir. Et on ne peut pas accepter que les gens vendent de la nourriture autour de ce dépotoir. Donc nous sommes obligés aujourd'hui, ce constat est tellement amer, et nous serons obligés de prendre des mesures pour d'abord ramasser tous ces déchets et ensuite voir comment prendre certaines... ramener, les textes existent de toutes les manières, il faudrait activer les choses et puis faire en sorte que ce marché soit de plus en plus sécurisé et son traitement soit efficace. Après avoir fait le tour du marché accompagné des représentants de ses occupants, le maire adjoint a improvisé une réunion au cours de laquelle le principe de rendre salubre le marché a été obtenu, n'excluant pas la démolition des boutiques construites de façon anarchique. En attendant, le marché de bétail croule sous un tas de déchets qui cohabitent parfois avec des restaurants. Ceci, sans eau, sans électricité, sans même un dispositif de sécurité adéquat. Et donc à la merci de nombreux malfrats qui y séjournent, ou pire encore, d'un éventuel incendie. Voilà, je l'ai annoncé tantôt, la salle numéro 5 du Palais des Congrès de Niamey a servi de cadre ce matin à une conférence de réflexion organisée par l'Association professionnelle des experts et conseils fiscaux donc, du Niger, placée sous le thème « Les innovations majeures du Code général des impôts ». Une conférence qui a vu l'adhésion de l'Association et l'Union des cadres fiscaux d'Afrique de l'Ouest. Murtala Zubairu. Les innovations majeures du Code général des impôts, c'est le thème de cette conférence de réflexion organisée par l'Association professionnelle des experts et conseils fiscaux du Niger. Une cérémonie qui consacre l'adhésion du Niger au West African Union of Tax Institutions, dénommée en français Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest. Dans son mot de bienvenue, la présidente de l'Association professionnelle des experts et conseils fiscaux du Niger a tout d'abord souhaité la cordiale bienvenue à cette cérémonie au président de l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest ainsi qu'à tous les participants avant de donner les objectifs principaux de l'adhésion de l'Association professionnelle des experts et conseillers fiscaux du Niger à l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest et par la suite revenir sur l'importance du choix du thème. D'amples informations sur le niveau du dispositif juridique et fiscal nigérien. En effet, le Code général des impôts est entré en vigueur le 1er janvier 2013 et remplace le régime fiscal et domanial de la République Niger qui était composé de plusieurs textes éparses. Le directeur général des impôts, Idé Kalilou, prenant la parole, a dans son intervention dégagé les problèmes auxquels font face la fiscalité au Niger. Et pour sa part, le président de l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest a donné dans ses propos les objectifs de son institution auquel le Niger vient de faire son adhésion. Procédant à l'ouverture de cette rencontre, le ministre des Finances a salué l'initiative de l'Association professionnelle des experts et conseils fiscaux du Niger et la Direction générale des impôts pour leur engagement avant de réitérer le soutien de son département ministériel à les accompagner dans cette initiative. Assurer une croissance économique durable ne peut se concevoir dans une économie informelle. Le gouvernement entend donc faire la promotion de l'économie formelle. Dans ce cadre, les structures telles que l'Association professionnelle des experts fiscaux, APCF Niger, sont appelées à jouer un rôle de premier plan. Il s'agit en effet de structures qui, par le conseil avisé et l'expertise qu'elles offrent aux entreprises, contribuent fortement à la formation de l'économie. À ce titre, je vous réaffirme ici tout le soutien du gouvernement afin que votre association puisse jouer pleinement son rôle dans la marche générale de dynamisation de l'économie nationale. Cette conférence de réflexion qui sera animée par
des conférenciers venus de la Direction générale des impôts permettra aux participants d'être mieux outillés sur l'importance de la fiscalité afin que l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest et tous ses membres puissent contribuer à l'épanouissement du monde des affaires dans l'espace ouest africain. Le clou de la cérémonie fut la remise d'un cadeau au ministre des Finances pour tout son soutien à l'égard de la Direction générale des impôts. Avant donc ce film documentaire sur les dispositions sécuritaires sur le site de l'opérateur Arriva, à suivre une partie magazine dans ce journal. Elle est relative à l'entretien accordé par le directeur général des impôts à la télévision nationale relatif à l'affaire des 400 milliards laissés dans les caisses du Trésor national avant la date du 18 février 2010, date du coup d'État du général Djibo Salou. Très bonne réception, au revoir. Je suis venu humblement apporter un éclairage technique à une question de controverse. Pour mieux expliquer, éclairer et édifier nos compatriotes sur ce qui se dit, je vais amener quelques éléments de réponse. D'abord, des recettes exceptionnelles ont effectivement été enregistrées en 2006 et 2008. Des plus significatives, on va retenir l'achat ou la vente, si vous voulez, de permis par des Chinois en 2006 et en 2007. Ces deux montants cumulés qui font 41 milliards 410 millions 577 217 francs CFA. Vous avez les fonds canadiens, c'est également deux montants enregistrés respectivement le 22 octobre et le 6 décembre 2007, qui totalisent 16 milliards 398 millions 878 702 francs CFA. Vous avez la licence Orange, enregistrée le 11 décembre 2007 pour un montant de 31 milliards 485 936 000 francs CFA. Vous avez le bonus chinois, enregistré le 30 juin 2008 pour un montant de 123 milliards 375 millions de francs CFA. Et enfin, vous avez les fonds Sopami, enregistrés le 10 janvier 2008 pour un montant de 15 milliards de francs CFA. Donc ce montant cumulé de recettes exceptionnelles pendant la période que j'ai indiquée, 2006-2008, s'élève à 227 milliards 670 millions 291 979 CFA. Naturellement, ces ressources additionnelles ne restent pas statiques dans les comptes du Trésor. Et donc, ces recettes ont été dépensées pour faire face aux charges récurrentes, aux charges permanentes de l'État. Ce qui fait que, effectivement, ces ressources ont été en grande partie utilisées. Et en janvier 2010, déjà apparaissait, décembre, janvier 2010, apparaissaient déjà des signes de tension de trésorerie. C'est ce qui a fait que le ministre des Finances, ministre de l'économie et des Finances de l'époque, a jugé nécessaire d'en informer son Excellence, Monsieur le Président de la République, par une lettre 00319 MEF DGTCP du 11 février 2010. J'ai cette lettre, mais je ne trouve pas opportun de rentrer dans les détails. Je voulais juste dire que cette lettre indique que la trésorerie brute, donc la trésorerie globale, à la date du 10 février 2010, se chiffre à 55 milliards 575 millions 562 965 francs CFA. Tandis que la trésorerie nette, c'est-à-dire la trésorerie hors compte projet, est de 42 milliards 281 millions 909 353 francs CFA. Cette lettre précise également que le paiement des salaires civils et militaires ainsi que des pécules
des contractuels du mois de janvier 2010 ont été assurés suite à un prélèvement de 4,5 milliards de francs CFA sur les dépôts de la BCEAO. Voilà la substance de la lettre. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ceci, que d'abord, le ministre des Finances de l'époque, ministre de l'économie et des Finances de l'époque, affirme qu'à la date de la signature de sa lettre, la trésorerie de l'État était des chiffres que je venais de vous annoncer, c'est-à-dire 55 milliards 575 millions 562 965 francs CFA brut. Net, 42 milliards 281 millions 909 353 francs CFA. Ça, c'est une certitude affirmée par le ministre de l'économie et des Finances à la date du 10 février, pour une lettre du 11 février adressée à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ensuite, l'autre enseignement de cette lettre, c'est que les difficultés de trésorerie étaient réelles, parce que les paiements, les salaires de janvier, les ressources propres ne pouvaient pas permettre de payer les salaires de janvier. Il a fallu procéder à un prélèvement. Quand il parle de compte de dépôt, c'est les fonds que je viens de d'énumérer, sur lesquels à cette date il ne restait pas grand-chose. Il ne restait que le bonus chinois. Donc c'est un prélèvement sur le bonus chinois. Donc à l'époque, c'était environ 38 milliards, prélevé 4 milliards 5, il ne restait que 33 milliards 7. Je voulais préciser ceci. C'est que là, nous sommes au 10 février. Je vous ai dit qu'officiellement, le ministre de l'économie et des Finances a saisi le président de la République pour le rendre compte de la situation de la trésorerie à la date du 10 février. Maintenant, entre le 10 février, le 11 février et le 18 février, la date des événements dont on en parle. Donc, à cette date, qu'est-ce qui s'est passé? À cette date, le 11 février, la trésorerie globale était à 56 milliards 045 606 369. Le vendredi 12 février, elle est remontée à 56 milliards 296 843 187. Le lundi 15 février, elle est remontée à 56 milliards 388 925 083. Le 16 février 2010, elle est redescendue, oui, à 56 milliards 325 333 007 francs CFA. Le 17 février, elle est remontée à 56 milliards, pas de brut, 640 millions 291 271 francs CFA. Maintenant, le 18 février, jeudi 18 février 2010, elle était de 53 milliards 765 862 587 francs CFA, pratiquement loin de 400 milliards. Donc c'est cette situation-là de trésorerie globale de l'État et des comptes projets à la date du 18 décembre qui se chiffrait, tel qu'apparu dans les documents, à 53 milliards 765 682 587 francs CFA. Tandis que la trésorerie nette, elle, hors projet, est de 43 milliards 664 495 393 francs CFA. Ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que j'expliquais tantôt que la BCEAO produit des situations comptables, les relevés de nos comptes. Et les relevés de nos comptes, il y a une multitude de comptes. Donc le Trésor, qu'est-ce qu'il fait? Il procède à un retraitement pour les décideurs, pour leur expliquer. Donc c'est juste une autre information pour dire aux décideurs, effectivement, il ressort des relevés de la BCEAO une trésorerie globale de 53 milliards 765 682 587, mais la trésorerie nette était de 43 milliards, tel que indiqué. Ça, c'est juste une situation d'information pour informer les décideurs. C'est une situation qui n'a pas de valeur comptable. C'est juste une information et qui, au moment demandé, on le fait
juste pour informer les décideurs que, en fait, le relevé est authentique, comptable, voilà, mais il faut faire attention. Ce n'est pas l'ensemble de ce montant qui appartient à l'État. La trésorerie nette, qui est directement accessible, est de temps, et la trésorerie brute globale est de temps. C'est juste une note d'information. Donc c'est ce document, effectivement, qui a été édité avec le logo du Trésor, sans signature, mais il n'a qu'une valeur comptable. Nous, c'est juste pour informer le décideur sur ce que je viens de dire. Néanmoins, effectivement, le contenu est exact. Au niveau de la caisse du Trésor, nous ne pouvons pas garder des sommes importantes. Nous gardons juste des sommes ne dépassant pas un certain seuil réglementaire pour permettre de faire face aux dépenses urgentes. Maintenant, lorsque les dépôts dépassent ce seuil réglementaire, nous procédons à un nivellement. Donc nous prélevons ces montants pour les reverser sur notre compte à la BCEAO. Bon, c'est des comptes qui ne sont pas, c'est des fonds qui ne sont pas très importants, et donc ils sont sécurisés, bien sûr, dans le caveau du Trésor, mais ce n'est pas des fonds extrêmement importants. C'est dire que, comme je viens de le démontrer, donc à la date indiquée, la somme de 400 milliards n'a pas été enregistrée par le Trésor. Cette somme n'a pas été enregistrée par la BCEAO. Deuxièmement, les informations que je viens de fournir sont des informations certifiées, certaines, qui ne peuvent être infirmées que par la BCEAO ou le ministre de l'économie et des finances de l'époque. Donc, à tout moment, les gens peuvent s'adresser à ces deux personnes pour amener la preuve contraire de ce que je viens d'exposer.